En novembre 2008, Doug Saidi est en panique après que sa compagne Alicia Saidi ne soit toujours pas rentrée à la maison. Où est-elle? Est-elle partie volontairement en laissant ses jumeaux de 2 ans? Pourquoi ne donne-t-elle aucune nouvelle à ses proches? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes dans le comté de Jacksonville qui se situe dans l'état du Wisconsin. C'est un endroit où il est agréable de vivre, plutôt calme, avec beaucoup de nature environnante et avec une importante faune sauvage. Mais c'est aussi une région où les gens se connaissent et se soutiennent. C'est de ce soutien dont va avoir besoin un de ses citoyens, Doug Saidi, en cette triste journée du 8 novembre 2008. Cette journée-là, Doug est inquiet concernant sa compagne Alicia Saidi. Il n'arrive pas à la joindre et elle n'est pas rentrée à la maison. C'est pourquoi il décide d'appeler la police et de signaler sa disparition. Dans sa première déclaration, Doug indique qu'Alicia est partie de la maison la nuit précédente vers 21h, 21h30, après qu'ils aient eu une dispute tous les deux. Il précise qu'elle était en état d'ébriété, mais qu'elle a tout de même décidé de prendre son sac à main et qu'elle est partie à pied. Doug a pris sa voiture peu de temps après et il a parcouru les rues afin de la retrouver car il était inquiet. Mais il n'y a aucune trace d'elle sur sa route. Étant donné que c'est une personne majeure, les policiers décident de laisser passer 48 heures avant de lancer de réelles recherches la concernant. Mais qui est Alicia Saidi? C'est une femme de 27 ans qui travaille en tant qu'assistante dans un cabinet médical. Mais elle effectue un autre travail à mi-temps, celui de barmaid. Elle est maman de 2 garçons, ce sont des jumeaux qu'elle a eus avec son ex-mari Doug, dont elle a divorcé en 2007. Malgré le fait qu'ils aient divorcé l'année précédente, le couple essayait de former à nouveau une famille. D'après les témoignages de sa famille, Alicia est décrite comme une femme forte, pleine d'énergie et très positive. Sa sœur explique même que lorsqu'elle traverse des moments difficiles, elle ne le montre pas aux autres. Elle reste dans une optique positive à chaque instant. Elle aime s'amuser, faire des choses différemment et elle n'a besoin de personne pour ça. On peut déjà voir sa détermination dans son passé. Après avoir fini le lycée, elle s'est engagée dans l'armée de l'air. Mais ce qu'elle voulait, c'était de devenir infirmière. Et pour ça, elle entre dans une école d'infirmière tout en travaillant dans différents bars en parallèle de ses études. C'est justement dans un de ces bars dans lequel elle travaille qu'elle fait la connaissance de Doug. Il a 13 ans de plus qu'elle, mais ce n'est pas un frein pour Alicia. Elle aime le fait qu'il soit indépendant financièrement, leur personnalité s'accorde et leur relation devient rapidement sérieuse. En 2005, le couple se marie et quelques mois plus tard, Alicia donne naissance à ses 2 garçons, Zachary et TJ. Les jeunes parents nagent en plein bonheur, ils ont réussi à construire la famille qu'ils désiraient. Revenons maintenant à l'affaire. 48 heures se sont écoulées depuis la disparition d'Alicia et personne n'a eu de ses nouvelles. Des recherches sont mises en place, les médias diffusent la nouvelle de sa disparition et les policiers commencent également à interroger les proches de la jeune femme. Ils apprennent qu'effectivement, il arrivait au couple d'avoir des disputes et qu'Alicia préférait partir de la maison lorsque cela arrivait. Mais pas de cette façon. Généralement, elle prenait les garçons avec elle et elle allait passer la nuit chez une amie ou chez sa mère. Elle ne partait pas à pied sans donner de nouvelles et surtout, elle ne laisserait pas ses enfants aussi longtemps sans les voir. Sa mère témoigne qu'elle l'a vue le soir de sa disparition. Alicia est passée la voir et son comportement était étrange. Elle semblait perturbée et surtout, elle s'est mise à pleurer devant elle. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est inhabituel concernant son comportement. Elle se montre toujours forte et malgré les moments difficiles qu'elle traverse, elle reste souriante et ne montre pas sa douleur. Alicia a tout de même décidé de rentrer chez elle,
Mais sa mère, en se rappelant de cette soirée-là, elle a l'impression que cette dispute était différente, beaucoup plus inquiétante vis-à-vis du comportement de sa fille. Les policiers essaient de retracer son parcours de cette nuit-là. Ils se rendent dans le bar dans lequel elle travaille, ils interrogent des habitants, des automobilistes, mais personne n'a aperçu la jeune femme. Ils consultent les relevés d'appel de son téléphone. Le dernier qu'elle a émis date de la nuit de sa disparition à 21h13. Elle a tenté d'appeler l'une de ses amies. Cette amie confirme avoir reçu cet appel, mais elle n'a pas pu décrocher car elle dormait déjà. Par contre, à son réveil, elle va écouter le message qu'Alisha lui a laissé, et dans celui-ci, elle l'entend pleurer et elle lui demande de la rappeler dès qu'elle peut. Ce qu'elle a fait le lendemain, mais elle est tombée directement sur sa messagerie. Les proches et les autorités décident de mettre en place des groupes de recherche et ils partent explorer les nombreuses zones boisées des environs. Elle a pu faire une mauvaise rencontre, elle a pu se perdre et ne pas savoir comment rentrer. Mama. Hopefully she comes home. Mama. Yeah, that's your mama. Whatever happened, we just want her to come home. Un chien policier est sollicité au cours des recherches. Il renifle une veste appartenant à Alisha devant son domicile, puis il continue sa route, il continue de guider les policiers sur sa trace. Le chien passe la maison, il passe le bar de la rue et il continue d'avancer jusqu'à une route parallèle où se trouve une voie de chemin de fer. Arrivé à cet endroit, le chien s'arrête, la route d'Alisha semble s'arrêter là. Les policiers explorent les environs autour de cette zone et ils trouvent un champ de zone boisée. Durant les recherches, ils vont faire une découverte préoccupante. Dans un champ se trouve un sous-vêtement féminin. C'est bien sûr un élément inquiétant car s'il appartient à Alisha, il pourrait s'agir d'une agression sexuelle. Mais pour savoir si celui-ci appartient à la jeune femme, il faut faire des analyses et cela peut prendre de nombreuses semaines. Étant donné que la trace de l'odeur d'Alisha s'arrête à cet endroit, cela leur laisse penser qu'elle a pu marcher jusqu'au chemin de fer et qu'elle a pu monter dans une voiture de gré ou de force. En attendant les résultats, l'enquête continue. Après la diffusion de la disparition d'Alisha dans les médias, un témoin affirme l'avoir aperçue dans un Walmart. Un Walmart, c'est un magasin alimentaire. Donc ce serait le 8 novembre. En apprenant cette possible découverte, l'espoir augmente pour les proches et les policiers. Car si c'est vraiment Alisha, elle était donc vivante le lendemain de sa disparition. Lorsqu'ils ont accès aux enregistrements vidéo, les enquêteurs passent des heures et des heures à tout visionner sans trouver une trace de la jeune femme. Finalement, le témoin avait confondu une des sœurs d'Alisha avec elle. C'est un coup dur pour l'enquête. Même s'il devient plus difficile de garder l'espoir, personne ne baisse les bras. Il faut tout faire pour retrouver cette maman et la ramener à sa famille. Dans le même temps, une amie d'Alisha leur dit qu'un de leurs amis communs, Jack, a des sentiments pour la jeune femme. Elle a eu une relation avec cet homme après son divorce et celui-ci voulait prendre soin d'elle. Il voulait construire une famille avec elle. Alisha, elle, voulait donner une nouvelle chance à son couple avec Doug et elle a donc décidé de mettre un terme à leur relation. Jack devient un suspect potentiel et il est interrogé. Il confirme ses sentiments pour Alisha et il dit qu'il lui a parlé la journée de sa disparition. Il l'a appelée et il lui a déclaré ses sentiments à nouveau, mais il ne l'a pas vue et il n'a pas eu de nouvelles d'elle par la suite. Il a un alibi. Plusieurs témoins l'ont vu dans un bar avec des amis et donc il est rayé de la liste des suspects. Le problème est qu'il y a très peu de pistes solides, mais il y a quand même la personne qui l'a vu en dernier et qui est Doug. Il est tout de même son compagnon, donc automatiquement il fait partie des suspects et il est interrogé à de nombreuses reprises afin de voir si sa version des faits reste la même. Il réitère ce qu'il a affirmé plus tôt, ils ont eu une dispute, elle est partie de la maison, mais il donne plus de détails sur tous les événements. Avant que cela n'arrive, Doug était dans un bar avec un ami, Jess Terry. Cet ami passait quelques jours chez eux pour profiter de la saison de la chasse, et étant donné qu'il vivait dans un autre état, il l'hébergeait. Ils sont au bar, ils prennent quelques verres, jusqu'à ce que Doug décide de rentrer voir si les enfants et Alisha sont rentrés. Lorsqu'il rentre,
elle n'est pas encore là. Jess rentre peu de temps après, mais il est très fatigué et il part directement se coucher. Alicia rentre finalement et ils vont mettre les enfants au lit. Sauf que Doug a le sentiment que quelque chose ne va pas et il insiste pour en parler. Alicia est frustrée parce qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison. Elle voulait passer sa soirée au bar, continuer de s'amuser. D'après leurs proches, c'est la principale raison de leur dispute. Alicia a 27 ans, elle a encore cet esprit festif, elle n'aime pas rester à la maison toute la soirée, et Doug, lui, n'approuve pas son comportement. Il y a une autre raison derrière ces disputes, c'est la présence du fils de Doug. Il a eu un enfant durant une précédente relation, mais la relation entre lui et Alicia n'est pas bonne du tout. La discussion se transforme en dispute et c'est là qu'elle décide de prendre sa voiture et de partir. Sachant qu'elle a consommé de l'alcool, Doug, lui, prend les clés et il les jette quelque part dans le jardin. Alicia est furieuse, mais elle décide quand même de partir à pied. Lui rentre à l'intérieur, il regarde la télévision, puis 20 minutes après, prend la voiture afin de la ramener. Sauf qu'il ne la reverra pas. Pour s'assurer de la véracité de ses dires, il faut interroger son ami qui était présent au moment des faits, Jess. Celui-ci n'est plus sur les lieux, il est reparti dans l'état de l'Illinois, entre-temps car c'est là-bas qu'il vit. Un des policiers décide de s'y rendre pour entendre sa version des faits. Jess confirme la version de Doug presque mot pour mot. Il donne certains détails concernant les heures par contre. Par exemple, il indique qu'ils sont partis du bar vers 19h30, il a acheté un pack de bière en partant et que finalement il était tellement fatigué qu'il allait se coucher directement en rentrant, soit vers 20h. Il n'a rien entendu, il n'a pas entendu le couple se disputer, sûrement car il avait beaucoup bu. Il s'est réveillé vers 7h du matin et il est parti à la chasse. Il n'a appris la disparition d'Alicia que durant l'après-midi. Toujours sans réelle piste et avec des témoins qui finalement ont la même histoire, les policiers décident de perquisitionner la maison de Doug. Ils vont tout passer en revue. Ils ont même des chiens détecteurs de cadavres avec eux, mais cela ne donne pas grand-chose. Par contre, ils constatent que Doug a beaucoup d'armes en sa possession. Ce qui n'est pas si étrange car c'est un chasseur. Et il a un permis pour les avoir. Mais il y a une boîte de revolver qui s'avère être vide. Et lorsqu'on interroge Doug à ce sujet, il n'a pas d'explication à fournir. Il ne sait pas où est cette arme. Ce qui va créer vraiment des soupçons de la part des policiers, c'est lorsqu'il refuse de porter plainte pour le vol de son arme. Ça leur paraît quand même étrange, très étrange. Cela fait maintenant une semaine qu'Alicia n'a donné aucun signe de vie. Et pourtant, l'affaire va prendre un nouveau tournant grâce à l'appel d'une femme. Celle-ci se balade dans une forêt, elle s'est arrêtée au niveau d'un pont où elle s'est mise à observer l'eau en dessous. Lorsqu'elle a remarqué qu'il y avait un téléphone portable. Elle a donc appelé la police pour les prévenir. Le portable est récupéré et l'analyse permet de confirmer qu'il s'agit de celui d'Alicia. La situation devient plus préoccupante pour les policiers. Ils décident de passer en revue tout ce qui est possible, donc l'histoire de Jess et Doug, encore une fois. Ils demandent à voir le reçu de l'achat des bières effectué par Jess. Et là, quelque chose ne correspond pas à sa version. Jess avait dit avoir acheté le pack en partant du bar vers 19h30. Or, le reçu indique que l'achat a été fait vers 21h15, soit au moment où Alicia est partie de la maison et où lui disait dormir. En comprenant que ce témoignage n'est pas aussi fiable, ils passent en revue les interrogatoires de Doug qu'ils ont. Et il y a quelque chose dans la façon dont il parle de sa compagne qui ne va pas. I loved her. She was a good person. She had her good qualities. Pourquoi est-ce que Doug parle d'elle au passé alors qu'elle est toujours considérée comme disparue? A-t-il perdu espoir ou sait-il qu'elle ne reviendra pas? Avec cet élément et la version des faits de Jess qui ne tient plus la route, celui-ci passe de témoin à suspect et les policiers décident de retourner l'interroger. Arrivés devant chez Jess, ils le font monter dans leur voiture pour l'interroger et avant même de commencer, il fait quelque chose d'inhabituel.
il part récupérer un carnet avec toutes ses notes concernant cette nuit, avec ce qu'il avait déclaré précédemment. Pour les policiers, ce n'est pas quelque chose qu'ils voient souvent, le fait qu'un témoin soit si bien préparé et organisé. Il monte dans la voiture et il commence à lui poser des questions. Jess confirme sa version des faits et lorsqu'on le questionne sur l'heure de l'achat des bières, il dit qu'il a pu faire une erreur au niveau du temps, il a pu penser qu'il était plus tôt. Il reste calme cependant. Pendant tout l'interrogatoire, il ne montre pas de nervosité, mais il a quand même un tic nerveux. Il ne peut pas s'empêcher d'appuyer sur son stylo et de faire rentrer et sortir la mine. Les policiers sentent qu'il est nerveux avec ce geste et qu'il n'en sait plus qu'il ne le dit. Ils lui disent que s'il a quelque chose à dire, c'est le moment de le faire. What happened that night? It's all right. It's all right. Okay, Jess. It's all right. It's okay. I'm still just really stunned by it all. I don't. Jess craque en s'effondrant en pleurs et il décide de dire la vérité. Cette nuit-là, il était aux toilettes et lorsqu'il en est sorti, Doug n'était plus à l'intérieur de la maison. Il l'a regardé par la fenêtre et il l'a aperçu dehors. Il est sorti donc le rejoindre. Doug lui a directement dit « J'ai tiré sur Alicia ». I looked outside. She was on the ground by the sidewalk. I'm like, what the hell did you just do? What happened? I just don't understand what the hell just happened. Jess voulait appeler les secours, mais il lui a dit que c'était trop tard et qu'elle était morte. Il devait à présent se débarrasser du corps, le cacher quelque part. Jess ne voulait pas être là, il voulait partir, mais il avait trop peur de ce qui pourrait arriver aux enfants et également à sa propre famille. I was shocked. And I was thinking about the kids. I was thinking, God, I gotta stay somewhat awake so it doesn't do anything stupid to them. S'il disait quoi que ce soit, il avait peur que quelque chose arrive. À la fin de sa confession, il accepte de devenir un témoin et il entre avec les policiers au Wisconsin. Sachant maintenant qu'Alicia est décédée, une nouvelle équipe de plongée va dans les eaux où on a retrouvé son téléphone. Grâce à ça, ils font une nouvelle découverte, celle d'une arme qui correspond à celle qui manquait chez Doug. Ils ont maintenant des preuves physiques et ils ont un témoin, mais il leur manque des aveux. Et c'est ce qu'ils vont tenter d'obtenir lorsqu'ils procèdent à un nouvel interrogatoire avec Doug. Après lui avoir exposé les preuves qu'ils ont obtenues, et également après avoir fait en sorte que Doug se sente assez à l'aise pour parler, il avoue les faits. Il y a bien eu une dispute cette nuit-là. Alicia lui disait qu'elle allait partir avec les jumeaux et qu'il ne les reverrait plus jamais. Ils étaient dans le garage et une de ses armes s'y trouvait. Il l'a attrapée, il l'a mise autour de sa ceinture. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée, elle a continué à le menacer, alors il s'est saisi de son arme et il lui a tiré dessus. Il a paniqué, il a mis le corps d'Alicia dans son pick-up et il s'est mis à conduire, chercher un endroit où cacher le corps. Il l'a mise dans un marais en premier lieu, mais le corps était trop visible, alors il est parti cacher dans les bois. Il s'est débarrassé des preuves dans une rivière et il est rentré chez lui. Doug accepte d'amener les policiers là où il a laissé le corps et grâce à un chien détecteur de cadavres, ils vont pouvoir la retrouver et la ramener à sa famille. Le procès de Doug arrive en août 2009. Il plaide coupable. Il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 35 ans. Concernant Jess, il n'y a pas eu de charge contre lui puisqu'il a accepté de collaborer avec la police. Concernant les jumeaux, d'après ce que j'ai lu, ils ont été adoptés par des cousins de la famille. Cette affaire m'a beaucoup touchée, surtout lorsque je voyais les vidéos de Doug et de ses fils qui demandent où est maman. Il leur dit qu'elle va bientôt revenir alors qu'il sait très bien que ce n'est pas le cas et ça m'a beaucoup peiné pour eux. Ils vont devoir vivre avec l'idée qu'un de leurs parents a décidé de leur enlever leur autre parent et ils se retrouvent sans aucun d'entre eux à présent. Jess aurait dû parler dès le début, c'est vrai, mais au moins il l'a fait et il a permis la résolution de l'enquête. C'est grâce à sa coopération qu'on a appris ce qu'il était réellement arrivé. Et lorsqu'on entend son témoignage, on peut sentir qu'il était paniqué sur le moment par la situation
et que c'est quelque chose qui va le hanter toute sa vie. D'après une information que j'ai lue également, Doug avait déjà eu des problèmes concernant des violences conjugales envers Alicia après qu'il ait trop bu. Pourtant, ce n'était pas allé plus loin que ça. Alicia voulait redonner une chance à son couple. Elle voulait permettre à ses enfants d'avoir 2 parents ensemble qui les élèvent. Et malgré sa volonté, tout ça lui a été arraché. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.